Réflexion sur les pneus. Alors vous pouvez voir, j'ai fait 3 sorties. Ils sont déjà, mais alors méchamment abîmés. À mon avis, allez, en 6 sorties, il n'y a plus rien. Donc voilà, là, plus je fais, à chaque sortie, c'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus de la pierre et c'est de plus en plus du chemin de descente DH VTT. Mais clairement, on voit que ça manque de grip, c'est très mou, ça s'use vite. Donc pareil, il va falloir investir dans des pneus et éventuellement une jante. Alors on voit bien que la roue avant est moins usée au bout de 3-4 sorties. On voit bien hein, l'épaisseur des crampons qui sont quand même beaucoup moins usés. Donc je pense que la roue arrière de toute façon on va la changer et on va mettre une plus large hein, dans tous les cas. La roue avant je la changerai peut-être par une 21 pouces, ce qui permet justement que la fourche morfle moins, puisque vous avez une roue de plus grand rayon, donc qui a la capacité de franchissement des pierres plus facilement, puisque le diamètre est plus important. Donc ça monte forcément plus facilement sur des grandes marches. Voilà. Donc je pense que c'est vrai que quand je la regarde comme ça, 19 pouces c'est pas assez, c'est clair. Et l'avantage c'est que ça va rehausser aussi la moto. Donc après, je vais enchaîner avec mon avis sur ce que j'ai mis pour rehausser. Alors au début je me disais, ouais c'est bien mais sans plus. Enfin c'est bien, mais limite je suis trop haut. Et finalement, en faisant des sorties sportives où il y a beaucoup de descentes, finalement on a quand même le guidon encore bas. Et j'ai pas mis de trop. C'est peut-être juste ce qu'il faut. Voilà, donc entre le cintre qui monte, le cintre de 60 donc qui monte de 3 cm et la potence qui monte de 2,5, 1 pouce à peu près, ça a permis de gagner, mais je pensais que j'avais limite mis de trop et finalement non, c'est limite pas assez. Mais je pense qu'avec voilà, avec la jambe de 21 pouces ça va être nickel. Alors petite chose aussi à expliquer sur cette fameuse fourche DNM. Donc cette fameuse fourche DNM m'a joué des tours à ma 3e sortie. Elle m'a même fait chuter, enfin je pense. Elle y a contribué en tout cas. Je vais vous montrer pourquoi. Si jamais vous descendez des chemins un peu trialisants, vraiment avec un gros dévers qui mettent en contrainte fortement la roue, que vous êtes braqué quasiment à fond sur les freins, il peut se passer ça. Je vous montre. Je vais essayer avec la caméra. En gros, je mets mes genoux au niveau de la roue et je vais mettre un coup de guidon. Regardez maintenant la roue, comment elle est par rapport au pneu. Donc je sais pas si c'est vraiment visible. En tout cas, l'alignement, voilà, on le voit bien là, l'alignement est plus du tout bon. Donc en gros, la fourche DNM est tellement peu rigide que simplement en mettant un petit coup de guidon, vous arrivez à la faire vriller et avoir une roue qui est plus alignée dans l'axe de la moto. Donc moi, en tombant, elle était bien plus tordue que ça. Je l'ai remise de la même façon que je vous ai montré. Là ça va, voilà. Là on peut le voir. Donc là pour moi c'est rédhibitoire. Je sais pas si on le voit bien la vidéo, mais je pense. La roue est complètement désaxée. Voilà, là on le voit bien. Donc là c'est pas possible pour moi de rouler avec ça.
Donc là, prochaine modification, c'est la fourche. Priorité, la fourche. Et puis je spoil un petit peu, ça manque vraiment d'allonge. Puissance un peu, même en bas ça manque un peu, et ça manque énormément en haut et d'allonge également. Donc le petit contrôleur Talaria d'origine, qui est très beau, hein, belle gravure, vraiment il est très stylé, mais malheureusement il va dégager. Il va dégager parce que là 6000 watts c'est vraiment pas assez. Donc là je vais faire la manœuvre pour la remettre droite, la roue. Voilà. Là elle est remise à peu près droite, alors bon bah c'est au jugé, hein. Donc super la fourche DNM. Alors déjà vous voyez, rien qu'en touchant elle s'enfonce. Bon là je suis à peu près dans l'axe. Et je l'avais bien senti les premières fois où je suis sorti avec, sur la route, je la sentais vraiment louvoyer comme ça. Alors voilà, la moto louvoyait comme ça. Et bien c'était bien la fourche. Et vous avez aussi un système de, un phénomène de pompage. Donc le rebond est un peu bizarre. C'est soit vous en avez pas assez, du coup les trous vous les absorbez pas bien. Et si vous en avez trop, la moto elle passe son temps à faire ça. Bon. Voilà, donc là c'est pareil, bon la fourche c'est sûr, l'amortisseur on verra parce qu'après ça commence à faire beaucoup de frais, elle commence à avoir de la gueule, la petite Talaria. Alors information complémentaire concernant les fourches, donc notamment les fourches à amortisseur pneumatique. Donc j'ai remarqué quelque chose, puisque je trouvais que la DNM était toujours cette fameuse fourche DNM d'origine, je la trouvais trop souple. Donc j'augmentais toujours la pression de l'amortisseur pneumatique, du ressort pneumatique, et je le faisais avec le chat. Je le faisais avec ce genre de pompe between, donc haute pression. Et en fait, sur ce genre de pompe, quand vous débranchez, une fois avoir mis la bonne pression, enfin la pression que vous souhaitiez, moi je mettais 160, et quand je débranchais, il y avait toujours, quand je débranchais la valve, un petit bruit de d'air qui s'échappait. Mais difficile de quantifier cet échappement d'air au débranchement. Donc j'ai regardé sur les réseaux sociaux un petit peu ce qui se faisait. J'ai vu des vidéos qui parlaient d'un système de pompe spécifique à double manœuvre, c'est-à-dire vous avez deux circuits pour relâcher la pression. J'ai trouvé celle-là, SKS Germany. Donc le principe, pareil, vous trouverez des vidéos qui expliqueront mieux que moi, des gens qui prendront mieux le temps d'expliquer mieux que moi, mais on voit ici que vous avez deux systèmes de serrage. Voilà, donc ça s'appelle une pompe à connecteur 2 valves, le vrai terme. Donc vous avez une valve, un embout qui vient se fixer sur la valve du pneu, enfin de la chambre à air, et ensuite vous avez une deuxième valve, voilà ici, qui se visse et qui vient en fait isoler la valve quand vous débranchez. Vous avez aussi un bouton ici qui permet de relâcher la pression. Donc la méthode pour débrancher, bon, il y a des vidéos là qui traitent de ça. Il y a tout un ordre en fait à respecter entre au moment où vous serrez sur la valve, ensuite
Ici, il faut serrer ou desserrer, je sais plus, la deuxième. Et après, vous devez relâcher la pression après avoir pompé. Enfin, il y a toute une séquence que je détaillerai pas là. Donc au final, une fois qu'on arrive, bon, bah, à bien la faire fonctionner, on se rend compte effectivement que c'est vachement bien. Ça permet de déconnecter la valve, l'embout principal de la valve, sans perdre d'air. Alors on en perd un peu parce que quand on la reconnecte, on voit qu'on en a perdu un petit peu. Je me suis rendu compte en faisant la même opération, donc je mets 180 avec cette pompe Between pour entrée de gamme, je mettais 180 et en fait quand je remettais ma deuxième pompe derrière, puisque elle, on arrive un peu à s'en servir comme un indicateur de pression quand on la branche, elle me mettait 100 PSI alors que j'avais mis 180. Ça veut dire qu'on perdrait 80 PSI, ce qui est énorme. Donc en fait, quand on gonfle avec la Between, la pompe Between, sa fourche, en fait elle n'est pas gonflée. C'est-à-dire que quand vous déconnectez, vous perdez tout, quasiment ce que vous avez à gonfler. Et en fait, votre DNM, puisque là je parle vraiment pour la DNM, peut-être que sur des valves de fourche plus qualitatives, on n'a pas le même problème. Mais là je parle vraiment pour moi mon cas d'application qui est avec ces deux pompes et la DNM. Donc sur la DNM, je me rendais compte que je perdais 80 PSI. Après j'ai fait un test en me mettant à 150, 160. Et quand je débranche et que je rebranche celle-là pour voir combien j'ai, pour tester, hein, puisque celle-là je peux isoler, donc je peux aussi voir combien j'ai de PSI avant d'en perdre, ce que je peux pas faire confiance avec celle-là. Je me suis rendu compte que celle-là, en fait, que je mette 150 ou 180, je redescends toujours à 100 quand je déconnecte. Donc plus vous la gonflez, en fait, plus vous perdez. Je vous montre aussi les cale-pieds Rap9 par rapport à ceux d'origine. Donc par rapport à ceux d'origine, c'est le jour et la nuit, ça c'est sûr. Mais c'est limite trop agressif parce que c'est des filets. Donc c'est plus agressif qu'une motocross. Donc vous avez un maintien là irréprochable, mais attention, moi j'ai fait une sortie avec des bottes de moto. À un moment donné, mon pied est passé devant, ça a frotté ma botte derrière ici. Là, si j'avais pas eu la botte de moto jusqu'en haut du mollet, je me serais arraché complètement le mollet. J'ai senti que la botte avait complètement agrippé ici toutes ces petites vis pointeau BTR. Pareil à l'arrière, hein, si votre tibia il passe à l'arrière, bon, là un peu moins de chance quand même, mais si vous avez des bottes ou des chaussures vraiment basses, vous vous arrachez tout le tibia. Hein. Donc avantage inconvénient, donc avantage quand vous êtes vraiment en mode sport sur des terrains, ça va être super, ça va agripper du tonnerre, voire limite de trop, parce que votre botte elle est collée, collée au cale-pied. Voire enfoncé dans le cale-pied. Par contre, dès que vous prenez la moto pour faire une petite balade, là, vous n'êtes pas équipé en motocross, pas les grosses bottes et tout ça, attention à ne pas sortir la jambe et à se prendre la jambe entre le cale-pied et la route, parce que là, vous vous arrachez toute la jambe. Donc voilà, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Il y a peut-être un compromis entre les deux. Donc il faudrait voir ce qui se fait sur le marché avec des pointes un peu comme les motocross. Moi j'ai regardé sur ma KTM. Et ça c'est moins fort. Impression aussi concernant la poignée. La poignée, j'ai essayé pas mal de choses parce que depuis que j'ai changé le guidon, la poignée était un peu détendue et tournait autour du guidon. Donc au début j'ai essayé de mettre de la colle néoprène, ça suffisait pas, ça continuait de tourner. J'ai mis des fils de fer un peu comme les motocross, moi j'ai ça sur ma KTM, sur des Pro Grip où j'ai pas de colle. Et la poignée tourne pas, donc j'ai essayé ça malgré la néoprène et les fils de fer. J'en avais mis 4 au moins, ça tournait encore là où il n'y avait pas le fil de fer. Donc j'en ai eu marre, j'ai tout enlevé
J'ai dit je vais passer à la super glue, on va voir ce que ça donne. Et là, ça a fonctionné. Donc là, on a vraiment un maintien. Il n'y a plus du tout de rotation à aucun endroit. Peut-être un peu en bout ici, où il manque peut-être un peu de néoprène. Ah ouais, il manque. Voilà, bah vous voyez. Donc là, clairement, il n'y a pas eu la super glue, elle n'a pas bien accroché au bout. Donc je vais remettre un petit coup pour vraiment que en bout ça tourne pas. En tout cas là ça tourne pas, là non plus. Donc voilà, il n'y a plus qu'au bout ici, je viens de le voir. Donc bah, à force de triturer aussi et de trifouiller. Bah voilà, ça c'est un problème à savoir, c'est que j'aime pas trop le démontage, parce que je pense qu'elles sont, alors elles sont très confortables les poignées d'origine, mais elles sont aussi très molles. Du coup, peut-être qu'elles se déforment facilement dès que vous les désemmanchez et les réemmanchez. Après, il y a peut-être aussi ce guidon qui a un diamètre un tout petit peu inférieur en bout, que on voit qu'il est très épais ici, mais qui est très fin en bout. Voilà. Alors, ce qu'on m'a demandé, tiens, bonjour le chat, le petit bébé chat. Pour ceux qui aiment les bébés chats. Alors ce qu'on m'a demandé aussi, c'est juste une petite explication sur, alors je vais pas faire un tuto complet, mais vous en trouvez hein, sur YouTube. Alors c'est en anglais, mais c'est relativement simple. C'est pour le débridage. Donc ça on me l'a demandé pas mal dans les commentaires de la première vidéo. Donc il faut enlever ce capot là. En dessous vous avez toute une broche, tout un paquet de connecteurs et de fils avec une gaine. Donc il faut tirer un peu la gaine, et là vous allez avoir un fil qui est en boucle. Donc vraiment il fait vraiment une boucle, et il n'y en a qu'un qui fait une boucle. Donc celui-là il faut le couper. Ça va enlever la bride mécanique, enfin électrique entre guillemets. Et ensuite il y a une petite procédure qu'il faut faire, je pense, avec la béquille sortie. Alors moi j'ai un peu galéré, mais c'était peut-être le nombre de secondes qui était pas bon. Vous allez voir, il y a un nombre de secondes à attendre. Donc je sais plus si finalement j'ai essayé avec et sans la béquille sortie. Donc je sais plus si ça a marché, quand ça a marché, si c'était avec ou sans. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre le contact. Bon là j'ai pas la clé, désolé. De toute façon je vais pas la refaire, puisque moi j'ai enlevé les capteurs de frein qui coupent, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, qui coupent l'accélération. Le problème c'est que si vous faites la procédure de débridage sans ces capteurs, la moto elle n'a pas l'information des capteurs, et c'est ces capteurs là que vous allez activer pour le débridage. Donc il faut absolument qu'ils soient encore là ou remis pour la débrider. Donc la procédure elle est assez simple, elle est en 3 étapes. Première étape, on appuie sur start pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite on fait 4 fois le frein. Alors celui qui a le capteur, ou si les deux, ben c'est l'avant ou l'arrière. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite vous faites 4 fois le start. 1, 2, 3, 4. Alors bien sûr avec le contact, moi je l'ai pas mis. Et normalement quand vous avez fait ça et que vous avez coupé le fil bien sûr avant, votre moto est débridée. Donc elle est débridée, effectivement on peut atteindre 80 km/h avec une petite descente, mais c'est plus du 75 et c'est assez long, hein, entre 70 et 75 c'est assez long à l'atteindre. Et même je dirais entre 60 et 70 il n'y a vraiment plus grand chose quoi. On monte à 50 rapidement, après de 50 à 60 ça va, mais c'est pas non plus foudre de guerre. De 60 à 70 alors là il y a quasiment plus rien, et après c'est plus le vent. Si vous vous couchez, que vous allez atteindre les 80, mais vraiment avec une petite descente et en se couchant vraiment sur la moto, et le vent dans le dos, voilà. Donc ça compensera pas l'ajout d'un contrôleur additionnel ou d'une batterie supplémentaire, une batterie plus performante. Alors voilà, on va finir la vidéo avec une petite conclusion. Donc la conclusion sur la DNM,
bah, même en, voilà, en essayant vraiment de régler, en ayant les bonnes pompes pour la gonfler, on est quand même toujours limite. Alors on arrive à être un peu meilleur, on va dire, hein, en touchant pas mal aux réglages, en se prenant un petit peu la tête sur les réglages, sachant qu'il y en a très peu. Hein, c'est ce que je disais, c'est que la compression, en fait, finalement, sur une DNM, vous pouvez la régler qu'avec le ressort pneumatique. Et le ressort pneumatique sert aussi forcément au réglage du sac, donc l'enfoncement par défaut, on va dire, hein, avec votre poids et en statique de la fourche. Parce que vous n'avez aucun réglage de compression, d'amortissement et de dureté de l'amortissement en compression, autre que celui-là. Vous n'avez pas d'hydraulique. Donc, vous avez ici la précharge du ressort, donc du ressort métallique, qui est là. Et à part ça, alors ça, autant vous dire, ça joue, en fait, ça joue que sur le début de la course. Donc, c'est plus pour les petites bosses. Sur les grosses, ça change pas grand-chose. Et vous avez le réglage du rebond, qui lui, bah, c'est uniquement le rebond. Vous avez un type de rebond. Vous pouvez pas régler le rebond basse vitesse, haute vitesse, comme certaines fourches un peu plus haut de gamme. Donc on se retrouve toujours en train d'essayer de trouver des compromis et on ne peut pas aller faire une sortie où on va avoir des chemins cassants avec des racines, des petites bosses à absorber, hein, et des gros sauts à absorber également. On n'arrive vraiment pas à avoir un bon compromis, ce qui est normal sûrement, hein, sur ces fourches-là. Donc ça, c'est en plus du manque de rigidité que j'ai expliqué dans la section juste avant. Voilà. Donc là, je suis en train de me poser la question de quel type de fourche je vais mettre. Donc on m'a conseillé plusieurs types de fourches, sachant que le plus haut de gamme serait une Boss spécialement conçue, qui vient de sortir, quelques personnes commencent à l'avoir, de la marque Boss. C'est une marque française qui permet justement, qui a été conçue spécialement pour les e-bikes, les motos électriques, donc les Suron, les Talaria ou autres. Donc vraiment une fourche gros diamètre, gros débattement, poids contenu par rapport à justement la solidité et la rigidité accrue, un amortissement qui n'a rien de comparable, des réglages à mon avis beaucoup plus poussés et nombreux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sera une vidéo de saut. Voilà, j'ai une colline derrière chez moi, je fais des sauts. C'est des sauts de VTT à l'origine, hein, c'est des jeunes qui font des sauts de VTT. Mon gamin et moi-même, on s'amuse aussi à les customiser, à les maintenir, hein, parce que il faut les entretenir, il faut les entretenir. Et puis voilà, j'ai été faire une session de saut, donc j'ai pas encore monté la vidéo, mais la prochaine vidéo que je vais poster, ça va être là-dessus, et ça va être bien sympa.